Le Maroc est le premier producteur de poissons d'Afrique. La pêche est aujourd'hui l'une des principales ressources du pays. Elle emploie plus de 300 000 personnes. Elle est à l'image du Maroc, diversifiée, à la fois artisanale mais aussi industrielle. Pajot, dorade, sard, sardines, merlus, poulpes. La plupart des poissons pêchés se retrouveront dans les marchés et les assiettes d'Europe jusqu'à l'Asie du Sud-Est et au Japon. Depuis quelques années, on commence à lutter contre la surexploitation, à respecter les cycles biologiques, améliorer les conditions de travail et de vie sur les chalutiers. Mais la concurrence est rude. Le monde entier vient pêcher au large du Maroc. C'est cette même mondialisation qui fait vivre les pêcheurs d'algues de la région d'El Jadida et qui tout à la fois en épuise les ressources. Combien de temps encore verrons-nous ces scènes ? Les algues rouges ne sont pas une richesse dont on peut profiter sans limite. Ramassées, séchées au soleil, ces algues sont utilisées dans l'industrie pharmaceutique ou cosmétique. Transformées par la chimie, elles serviront à fabriquer l'agar-agar, ce gélifiant végétal utilisé par les groupes agroalimentaires. La demande est forte. Seule une infime partie de cette manne reviendra à ces femmes, à ces hommes qui récoltent les algues quelques mois par an. Et puis faisant cap toujours au sud, j'ai senti les vents alizés et j'ai retrouvé l'un des joyaux de l'Atlantique, Essaouira. Essaouira, cette ville entre deux mondes qui vit au rythme de la musique gnawa, cette fusion enivrante et unique des cultures, des sons, des rythmes des deux rives du Sahara. Longtemps, une caravane de 10 000 chameaux reliait Essaouira à Tombouctou et poussait ses relais jusqu'à Saint-Louis au Sénégal. J'ai déambulé dans le Mellah, ce quartier qui garde encore le souvenir de la culture juive, si importante au Maroc. Les murs, les maisons témoignent de ce glorieux 19e siècle, quand celle qu'on appelait Mogador était une plaque tournante du commerce international. L'or, les tissus, les plumes d'autruche pour les parures des grandes dames d'Europe, les esclaves aussi.
Les hommes comme les marchandises passaient par ces rues et peut-être même par ces portes pour se retrouver aux États-Unis, en Italie, à Amsterdam ou encore à Londres. À l'époque, les Juifs étaient les protégés du sultan et les marchands du monde entier y étaient représentés. Partout au Maroc, les quartiers juifs portent le nom de Mellah, un mot dont l'origine vient du sel. Certaines activités de salaison et de conservation ont longtemps été réservées aux Juifs marocains. Pendant des siècles, l'histoire du Maroc s'est confondue avec ce commerce, quand le sel était au centre des échanges de la Méditerranée jusqu'au sud du Sahara. Du sel contre l'or du Ghana. J'ai voulu voir le rude travail des sauniers, ces hommes qui travaillent pieds nus pour ne pas abîmer les digues des marais. Je me dis que ces différentes scènes, toutes ces strates ne disent qu'une seule et même histoire, celle d'un pays qui s'est inventé au carrefour de grandes routes commerciales. Le sel marque bel et bien une étape dans ce voyage. Cette fois, la Méditerranée s'éloigne pour de bon. Le sel et la brise des Saouira annoncent l'Afrique. D'ailleurs, en 2000 km de côte, le paysage a profondément changé. On sent frémir le vent du sud. J'ai laissé Essaouira pour aller encore plus loin vers le sud, au-delà d'Agadir, vers les côtes et les plages sauvages de la région de Sidi Ifni. Contempler encore une fois les arches de l'Exila. L'arche que l'on voit n'existe déjà plus, emportée par l'érosion. Le monument naturel s'est écroulé. J'ai cherché la paix dans la zone protégée du parc naturel de Khnifis. Un panorama unique où se croisent l'océan, le désert et la lagune. Des milliers d'hectares sauvages et un refuge pour la faune. C'est la voie de passage des oiseaux migrateurs qui longent le rivage atlantique. Cette route les mène jusqu'en Afrique du Sud. Ce littoral fut aussi un repère pour les hommes. Khnifis était une étape sur la route de l'aéropostale. Mermoz, Saint-Exupéry suivaient la côte pour ne pas se perdre. C'était alors leur seule chance de franchir le désert.
En continuant mon chemin vers l'Aïoun, j'ai de nouveau mis mes pas dans ceux de l'histoire. La Marche verte, partie de Tarfaya en 1975. Tous les enfants du Maroc connaissent cet épisode par cœur. Cette grande marche pacifique qui mena 350 000 Marocains jusqu'au seuil de la Sagia al-Hamra. Une marche qui libéra ces territoires du sud de l'occupation espagnole. L'Aïoun a connu ces dernières décennies un développement fulgurant. L'ancien petit campement de l'époque coloniale est devenu le principal centre urbain des provinces du Sud. La population y a plus que doublé en 40 ans. Autour de la grande place du Méchoir, la ville s'est agrandie avec ses infrastructures, ses banques, ses administrations et ses entreprises. Comment imaginer qu'à la place de cette ville en plein désert, il n'y avait encore récemment que des traces de passage de tribus nomades? Partout, de grands chantiers sont lancés pour développer l'économie de la région. Et le Maroc attend que sa souveraineté sur le Sahara soit entérinée par l'ONU. Parmi les bouleversements les plus spectaculaires survenus depuis une dizaine d'années, les paysages ont changé, transformés par l'agriculture. Des serres de tomates dessinent une nouvelle géométrie des terres agricoles des régions d'Agadir ou de Dakhla. Avec les agrumes, les oranges et les clémentines, ce sont les moteurs de l'agriculture moderne au Maroc. On les vendra une fois l'automne ou l'hiver venu en Europe, au Canada ou en Russie. Cette agriculture aux techniques ultramodernes fait surgir des tomates en plein cœur du désert. Cultiver ces terres désertiques est exigeant. La plupart des exploitations de cette région sont des cultures hors sol. Le soleil est là toute l'année, mais l'eau douce est beaucoup plus rare. Alors on dessale l'eau de mer et on pompe dans une nappe profonde jusqu'à 600 mètres sous terre. C'est une eau fossile qui plonge au plus profond de l'histoire géologique du Sahara. Une eau qui ne se renouvelle pas. À 500 km au sud de l'Aïoun, j'ai voulu voir la baie de Dakhla. Et encore un autre visage du Maroc qui bouge. Qui aurait pu imaginer il y a encore 20 ans qu'on y assisterait à ces scènes futuristes? Que le vent et la lagune feraient de Dakhla l'un des spots de kitesurf les plus courus au monde. Le terrain de jeu idéal pour les sportifs et les passionnés de cette discipline. Mais Dakhla, ce n'est pas seulement ça. L'écrivain Leila Slimani évoque ce lieu unique comme la baie de tous les possibles. La fusion du désert et de l'eau, quand la terre pénètre l'océan. Leila Slimani qui nous dit qu'aimer Dakhla, c'est d'abord et avant tout avoir le souci de la sauvegarder.
J'ai quitté Dakhla pour remonter vers les montagnes. Je suis au bout de ma route atlantique. Et je vais maintenant prendre un cap bien différent.